en France, on a un principe constitutionnel qui est le pluralisme. Donc, on peut se dire que l'IA qui utilise les contenus de presse, notamment de presse écrite, comme n'importe quel diffuseur de contenu, devrait respecter le principe de pluralisme. Et donc, d'une certaine manière, s'assurer de la multiplicité des sources qu'elle utilise. C'est un principe constitutionnel, je pense que c'est difficile d'y échapper. En réalité, pour être pertinent, il me semble qu'une IA doit forcément démultiplier les sources sur lesquelles elle s'appuie. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois dans Mediarama Férouz Masmi d'Asie. Férouz, bonjour. Bonjour François. Et donc, welcome back. Tu es avocate spécialisée en droit de la concurrence et entre ton premier passage et ton deuxième passage, tu as sauté non pas le Rubicon, tu as sauté fait le grand pas. Pardon, je cherchais mon expression et donc tu as créé ton cabinet d'Asie Avocat. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Déjà, tu vois, voilà, tu es dans les joies de l'entrepreneuriat maintenant, tu connais tout ça. Et donc, je te reçois non pas pour parler d'Asie Avocat, c'est autre chose, mais bien un peu pour faire une espèce de se rappeler un petit peu l'actualité au niveau du droit à la concurrence, puisque on est aujourd'hui début avril, donc ça fait quelques semaines que le fameux DMA, donc ce règlement, est entré en vigueur. C'était le 7 mars dernier. Alors quand même, on va rappeler un peu le contexte, ce qu'est le DMA. Alors avec mes mots, j'ai essayé de le synthétiser, ça donc vise à garantir un niveau de concurrence plus élevé sur les marchés numériques européens et donc destiné à réguler le comportement des GAFAM, des grandes entreprises du numérique, pas que les GAFAM, mais donc ce qu'on appelle les fameux gatekeepers, les contrôleurs d'accès. Alors je dis pas que les GAFAM parce qu'en fait c'est plus de 10 000 plateformes, mais c'est évidemment eux qui sont visés tout particulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 mars dernier ? Alors, le DMA, donc c'est un règlement européen qui a été adopté bien avant le 7 mars, mais qui est pleinement entré en vigueur en fait le 7 mars parce que son application en fait s'échelonne en plusieurs étapes. Ouais. La première étape qui a été mise en œuvre par la Commission européenne, c'était de désigner ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès, les fameux gatekeepers. On est gatekeeper en considération de critères quantitatifs, en nombre d'utilisateurs notamment, et éventuellement aussi sur la base de critères qualitatifs. On peut être contrôleur d'accès, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut désigner les services sur lesquels on est contrôleur d'accès. C'est-à-dire qu'on peut être une très grande plateforme numérique qui a beaucoup d'utilisateurs et ne pas être contrôleur d'accès sur certains services. Donc, c'est ce qu'on appelle les Core Platform Services, les services de plateforme essentiels. Et donc, les obligations du DMA qui pèsent sur les plus grandes plateformes, elles ne pèsent sur ces plateformes que pour les services de plateformes essentielles, les Core Platform Services, sur lesquelles elles sont considérées comme contrôleurs d'accès. Donc, par exemple, Alphabet, Google, est contrôleur d'accès sur les services de publicité en ligne, sur Android, sur son Play Store. Donc, les obligations du DMA, elles vont s'appliquer à Google sur ces services-là uniquement. D'accord. Et voilà. Donc, ils ont fait un inventaire quelque part de tous les services proposés pour voir ceux qui sont considérés comme cœur. Exactement. Donc, ils ont fait l'exercice pour plusieurs opérateurs, Google, Apple, Meta, ByteDance, Microsoft. Alors, beaucoup se sont émus, j'allais dire plein, mais émus à ce stade de l'absence, par exemple, d'un service de plateforme essentielle du cloud. Voilà, le cloud, pour l'instant, ne fait pas partie des services de plateforme essentielle, mais c'est des choses qui sont amenées à évoluer. La Commission a la capacité d'ajouter des nouveaux services de plateforme. Des nouveaux critères qui déterminent si un service devient cœur. Et alors, pardon, mais c'est quoi effectivement le critère pour dire que c'est cœur ou que c'est pas cœur ? C'est à quel point ça rend service à un utilisateur au final ou dont on peut pas se passer ? Alors, en fait, le DMA, c'est un texte qui s'applique directement dans les relations entre les services, les plateformes, donc les fournisseurs de ce service d'intermédiation et les utilisateurs
professionnels, les business, vraiment. Donc, c'est d'abord en considération du caractère incontournable du service et de l'opérateur qui rend ce service qu'on va analyser si le service est essentiel et si tel opérateur, Google, Apple, Meta, est essentiel pour accéder à ce service. Donc, je vais dire n'importe quoi, enfin, pas totalement, mais Apple, par exemple, est incontournable pour accéder à son App Store. Ouais. Voilà. Et c'est considéré comme un service de plateforme essentiel en considération d'un certain nombre de paramètres, mais typiquement parce que aujourd'hui, 90% des usages Internet, c'est du mobile. Et donc des apps pour la plupart de l'expérience, donc c'est incontournable. Voilà. Donc la commission a la capacité d'identifier des services dits de plateforme essentielle, sur lesquels elle va analyser si un opérateur est incontournable ou non, et donc gatekeeper. Et en fonction de cela, une fois qu'elle a déterminé ces deux paramètres, elle impose donc les obligations du DMA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 7 mars ? En fait, la commission a désigné les gatekeepers et les services en septembre 2023. A commencé à cette période une phase transitoire de mise en conformité des opérateurs qui ont été désignés gatekeepers. Donc on leur a fourni la liste de ce qu'on compte service, cœur, etc. Voilà. Et leur dire des guidelines sur comment être en conformité. Alors la commission n'a pas fourni de guidelines, c'est justement aux opérateurs de travailler à leur plan de conformité. Donc le 6 mars, les différents opérateurs, Google, Facebook, Meta, Apple, etc., ont présenté leur plan de conformité à la commission finale, qu'ils ont discuté en fait pendant les différents mois. Ils avaient l'obligation de présenter ça ? Ouais, tout à fait. Et tous l'ont fait. Et tous l'ont fait. Après l'exercice, il n'y avait pas de trame commune. Donc, chacun a fait son exercice en considération de la manière dont il considère qu'il doit ou non respecter ses obligations. D'accord. Donc, le traiter plus ou moins sérieusement... Voilà, ou de manière plus ou moins complète. Ouais. Et par exemple, Google a fait un rapport de 100 pages, Apple, c'est 25. Voilà. Donc, ils avaient cette obligation. Et pendant toute cette période, typiquement, des opérateurs nationaux comme le GEST, le SRI, ont participé aussi à des échanges avec la commission. Oui, vous avez envoyé une note, notamment, avec des recommandations. Exactement. Alors, des recommandations, non. En fait, le GEST et le SRI ont adressé à la commission des notes qui permettent à la commission de savoir les attentes, en fait, des éditeurs et des régies françaises. Parce que le DMA, il prévoit beaucoup d'obligations, et notamment l'obligation pour ces gatekeepers de fournir des données. Donc des données, mesures d'audience, prix, rémunération, les frais intermédiaires, mais aussi des données d'interaction des utilisateurs avec les contenus. Oui, donc presque expliquer aussi comment fonctionnent leurs algorithmes. Alors, oui. Ça a été évoqué, je ne sais pas si réellement... ça n'a pas été retenu. Ouais, parce que c'est trop sensible. Ouais, mais par contre, il y a des obligations d'accès aux données, agrégées, non agrégées, aux logs, qui sont très poussées dans le DMA et qui donc donnent lieu à des discussions. Parce que je veux dire, le log chez Apple, il n'est pas sous le même format que chez Google et que chez Meta. Donc c'est très bien si le 7 mars, tous les éditeurs reçoivent les logs de tous ces opérateurs, mais si on ne peut pas les exploiter de manière effective, ça ne sert à rien. Parce que trop hétérogène. Exactement. On ne pourra rien en faire. Voilà, donc l'objet de la note, des notes et des interactions avec la commission, ça a été de leur dire, voilà, aujourd'hui, la situation actuelle, elle est telle qu'on vous la présente, on a accès à telle donnée, pas accès à telle autre, on pense qu'ils ont ça, on pense qu'on devrait avoir les données sous tel ou tel format pour pouvoir les exploiter. Bon, donc voilà, c'était toute une période transitoire. Et le 7 mars, donc, les gatekeepers avaient l'obligation de présenter leur plan de conformité final au public, dans une version non confidentielle. Et désormais aussi, les éditeurs, les annonceurs et les agences, qui sont les 3 destinataires des obligations qui pèsent sur les gatekeepers, eh bien... Rappelle-moi les 3, donc les éditeurs de contenu, enfin tout type de contenu. Exactement. Les annonceurs et les agences médias, enfin les tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs. D'accord. Donc, ça peut être la régie pub si c'est un tiers pour l'éditeur. Ça peut être l'agence média pour l'annonceur si c'est eux qui gèrent. Voilà. Donc, depuis le 7 mars, les éditeurs, les annonceurs et les agences et les tiers autorisés, les régies, ont la capacité de demander la communication de toutes les données que le DMA... Concernant leur campagne, les interactions, etc. Voilà. Les pubs, Et si les gatekeepers ne se conforment pas à cette obligation, eh bien, on peut s'en plaindre à la commission ou devant des juridictions nationales pour en obtenir la communication et, le cas échéant, corriger la manière dont c'est fourni. Les forcer, on peut les forcer ? Oui, puisque par hypothèse, ces obligations... C'est un règlement, donc c'est une obligation. Elle s'applique, c'est un règlement qui est d'application directe et c'est des obligations qui sont très clairement identifiées. Après, évidemment, il y a tout un spectre de débats sur l'étendue des données à fournir, l'étendue des services, que couvre le service de publicité en ligne, est-ce que c'est par outil, est-ce que ça couvre le search, par exemple. Donc, il y a plein de zones d'ombre que la jurisprudence, que ce soit européenne ou française ou nationale, va devoir
construire. Imaginer, Exactement. construire. Et donc là, par exemple, il est, j'imagine, beaucoup trop tôt, mais par curiosité, j'imagine qu'un éditeur ou une agence peut, dès le lendemain, le 8 mars, demander les données. Ça a été fait? Il y a déjà des demandes? Oui, il y a eu des demandes qui ont été faites par un certain nombre d'acteurs. Et je dirais que les éditeurs, les annonceurs et les agences n'ont pas été envahis de données. D'accord, oui. À ce stade, je crois qu'on est encore dans une expectative, alors que le texte est pas en encore vigueur. de réponse. Mais bon, pareil, ils ont un délai maximum. Ah bah non, le délai, ça doit être c'est maintenant. Ça doit être, mais alors, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire que ce serait un outil où tu mets et tu appuies sur un bouton et tu reçois automatiquement ton CSV, ou est-ce que c'est un mail, j'envoie et puis ils ont 15 jours pour répondre. C'était à eux de le déterminer, mais par exemple, dans l'article 5.6 du DMA, tu as une obligation de communiquer chaque jour le prix que paye un annonceur pour placer ses publicités sur ton inventaire quand tu es éditeur, la rémunération, les frais entre le prix et la rémunération que tu perçois, et finalement la rémunération que tu perçois. Indirectement, ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, cette donnée-là, typiquement, si elle vient pas, et en l'état, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur un quelconque éditeur qui aurait obtenu ces éléments, et surtout pas chaque jour, mais en l'état, ça n'est pas respecté. D'accord, donc là déjà, en fait, on est dans un bras de fer. Je reviens un petit peu en arrière. Donc ces gatekeepers avaient donc jusqu'au 6 mars. Tu as lu, toi, alors tout ce qu'elles ont proposé? On peut classer entre les bons élèves, les mauvais élèves, ceux qui vont jouer le jeu, ou j'imagine qu'il y a forcément plus de mauvais élèves, parce que là c'est presque pour eux la boîte de Pandore qu'on ouvre, et obligation d'être transparent, d'envoyer de la data, c'est un peu contre leur pratique et leur business, donc j'imagine qu'ils vont avoir reculons à mort, quoi. Ouais, alors ce qu'on observe, oui, bien sûr, j'ai lu les différents plans de conformité, je dirais pas que ça se présente sous forme de bons ou mauvais élèves. En fait, globalement, ils ont pas forcément envie de donner un maximum d'éléments, ça base, c'est sûr. C'est normal. Après, ils ont des comportements assez différents. Certains d'entre eux contestent leurs obligations devant le tribunal de l'UE. Donc, il y en a qui sont dans une dynamique contentieuse tout de suite et qui sont donc a priori assez réticents. Lesquels ? Je dirais un Apple, par exemple. Ouais. Voilà. On va avoir des opérateurs comme Alphabet, Google, qui vont être dans une dynamique plutôt coopérative, comme ils ont toujours fait, finalement. Ils sont dans un dialogue. Ils ne sont pas au conflit, mais c'est long, ça tarde. Et puis, c'est selon... Voilà, il y a beaucoup de sujets techniques, et puis, il n'y a pas forcément... les points sur lesquels ils ne veulent pas avancer, ils n'avancent pas. Je veux dire, voilà. Donc, clairement. Ils avancent sur certaines choses dans un dialogue avec les opérateurs, ce que font pas forcément des Apple, par exemple. Donc, c'est une autre manière de faire. Ça veut pas dire qu'ils sont plus disposés que Apple à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre. Mais c'est des postures un peu différentes. Voilà, c'est des postures différentes. Et je crois que le geste et les SRI, d'ailleurs, l'avaient souligné. Google a été le seul gatekeeper à organiser une réunion avec les éditeurs et les régies françaises pour discuter du plan de conformité. D'accord. Donc après, voilà, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, mais en attendant, les autres n'ont pas eu cette démarche du tout. Ils l'ont fait en France et dans d'autres pays ? À ma connaissance, non. Mais ça, c'est plutôt à Google de te le dire. Mais à ma connaissance, non. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont très, très mobilisés. Ils l'ont été très tôt dans le cadre du DMA, dès son adoption. Ouais. Évidemment, en lien avec la Commission, parce que c'est important que les éditeurs, les annonceurs, les agences partagent avec la Commission la manière dont ils pensent pouvoir tirer parti de ce texte qui leur est destiné. C'est important de le dire, c'est pas comme le RGPD, c'est pas un texte qui est destiné aux utilisateurs finaux, quoi. Ouais. L'objectif, c'est que les éditeurs et les annonceurs et les agences qui sont très dépendants des outils de Google, d'Apple, etc., puissent faire émerger et voir émerger des alternatives. À partir du moment où tu permets la circulation de la donnée d'interaction sur tes contenus auprès de l'éditeur, tu peux faire appel à un tiers autre que Google pour l'exploiter, le maximiser, optimiser, le cas échéant, si c'était en temps réel, la monétisation de tes inventaires. Enfin, dans un monde idéal, c'est censé permettre plus d'autonomie. Plus de concurrence. Plus de concurrence et plus d'autonomie aux éditeurs, aux annonceurs, aux agences. Moins de dépendance. Exactement. Ouais. C'est ça l'objectif ultime. Quel impact pour l'utilisateur final de ce DMA pas directement, il y a pas grand-chose, à part peut-être sur les stores, la possibilité de voir arriver d'autres stores, mais sur la publicité, par exemple, est-ce que on pourra plus facilement opt-out? Est-ce qu'il y aura des impacts ou...
l'expérience utilisateur peut-être dégradée, je sais pas, parce qu'en fait, il va y avoir plein de règlements, tu vois. Ouais. Écoute, par exemple, sur l'App Store, c'est vrai que le DMA, en créant des alternatives aux App Store, Play Store et App Store d'Apple, il est censé permettre aux utilisateurs finaux d'avoir accès à des apps et des services à des tarifs moins élevés, puisqu'il n'y a pas les commissions... les fameux 30% d'Apple, quand même. Bon, mais ça, c'est un énorme sujet qui est en débat. Hein. À la fois les mécanismes de rémunération des App Store alternatifs. Hein. Apple est très critiqué sur ce qu'il impose et sur le niveau de commission, évidemment. Mais bon, ça, on va dire qu'ultimement, ça pourrait bénéficier de cette manière à l'utilisateur final. Mais tu vas avoir, par exemple, Apple qui considère que le DMA dégrade finalement l'expérience utilisateur parce qu'effectivement, il impose de demander le consentement au partage de données, etc. Ce qui est intéressant dans cette posture, c'est que rien dans le DMA ne dit que c'est à Apple ou à Google de solliciter le consentement en question. Ou que la CMP de l'éditeur ne suffit pas à, d'une certaine manière, valider, inclure ce point. Donc, ils ont une interprétation qui fait qu'au fond, par exemple, Apple ajoute une troisième fenêtre de consentement, en plus de la CMP, en plus de l'ATT. Maintenant, tu as un paramétrage par défaut où tu ne peux partager tes données avec les éditeurs que si tu acceptes en premier lieu de partager avec Apple. Et ensuite, on te donne la faculté de partager tes données avec les éditeurs d'applications. Ouais. Mais l'articulation entre les trois fenêtres de consentement, qui sont pas fondées sur les mêmes textes, qui couvrent pas le même spectre, il est pas clair, quoi, encore. Ouais. Et rien n'obligeait, d'une certaine manière, dans le DMA, Apple à créer cette troisième... À découper et avoir une troisième fenêtre. Voilà. On pourrait imaginer simplifier ça. Exactement. Mais eux crient un peu au loup, justement, pour nous dire en avant dégradation de l'expérience utilisateur. Voilà. Sécurité mise en danger, etc. Après, tu vas avoir une expérience sur le search, par exemple, qui va pas forcément être problématique pour l'utilisateur final, mais là, il y a tout un débat, par exemple, des hôteliers qui se plaignent auprès de la commission que Google ayant l'obligation de ne pas favoriser ses propres services, notamment de comparateurs en ligne, etc. Finalement, dans l'ordre des résultats de recherche, quand tu cherches hôtel à Bordeaux, c'est pas forcément l'hôtel que tu recherches qui va sortir en premier, ça va être je ne sais quel site de comparateur, etc. Donc là, tu as une modification de l'expérience utilisateur, c'est vrai, qui est un changement, mais de toute façon, c'est un changement comme SGE va en apporter encore à l'expérience du search, voilà. Ouais, c'est ce que je m'étais effectivement noté. Ça va être. Et tu penses que je reviens quand même sur le truc d'Apple, c'est un peu sa poule aux œufs d'or quand même, l'App Store. Ils vont être obligés de demain. Alors je dis demain et c'est très vague parce que ça peut durer, mais on pourrait avoir un autre App Store sur Apple. Je repense à celui avec Epic de Fortnite, etc., qui a été un peu les premiers à botter, en tout cas, ils se sont fait virer en l'occurrence. Oui, deux fois. De l'écosystème. Ils vont être obligés d'y aller, Apple? Bah oui, alors ce qui est bien sûr, et ils ont mis en place un système qui, d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que ceux qui s'en plaignent disent, permet à des App Store alternatifs d'exister, mais le système de rémunération que l'App Store alternatif doit respecter pour pouvoir être autorisé par Apple est tel qu'en réalité ça coûterait presque plus cher de le faire que de passer par l'App Store classique. Exactement. Donc là, devant la Commission européenne, là, elle a lancé des investigations, notamment sur ce sujet, parce que Epic Games, le 5 mars, je crois, a été viré de l'App Store, puis réintégré parce qu'ils ont mis une énorme pression via la Commission européenne, et la Commission européenne a mis une grande pression à Apple. Mais voilà, le sujet des fees... du mécanisme de fees imposé par Apple pour la création d'une alternative, il est tellement restrictif et voire prohibitif. Que c'est pas demain qu'on a des alternatives simples, bon marché, etc. Non, peut-être un ou deux acteurs pourront... Oui, parce qu'ils ont déjà une communauté, un écosystème, etc. Mais, en tout cas, dans un premier temps, je dirais que c'est pas facilité par Apple. Ouais, clairement. C'est quoi les prochaines étapes? Donc là, on va attendre justement les retours, non-retours aux demandes des éditeurs pour pouvoir réagir et que cette jurisprudence se construise. Il y a des étapes qui sont attendues? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'expectative et c'est une très mauvaise chose. Pour une raison très simple, c'est que le DMA, l'accès aux données n'est permis par le DMA que si on en fait la demande. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas fait leur demande d'accès aux données n'auront rien. Oui, il ne faut pas qu'ils s'attendent à recevoir « salut, voilà toutes vos données, tous vos logs, etc. » Donc, il faut en faire la demande formelle auprès des différents gatekeepers. Et plus il y a de demandes, plus il y aura de pression.
Oui, mais surtout, plus il y a de demandes et plus le texte sera potentiellement effectif et plus on aura la capacité, la commission surtout, d'évaluer dans quelle mesure le plan de conformité annoncé par les gatekeepers est effectif ou non et le respect de leurs obligations est effectif ou non. Ouais. Donc ça, c'est le premier point très important. Et comment on demande ces données? Par un courrier, un mail, courrier recommandé pour avoir une trace. Le geste propose alors c'est peut-être con, mais des templates de demande? Oui, tout à fait. Ok, donc il suffit de demander au geste... d'être membre. Déjà, il faut être membre, voilà. Donc, j'inviterai quand même régulièrement les médias à le faire. Et derrière, donc, avoir accès à ce template, faire une demande recommandée tout à fait. à tous les gatekeepers, en l'occurrence. À ceux qui nous intéressent. Ouais, donc, sur lesquels on fait du business, voilà, ou de la monétisation, notamment. Exactement. Donc ça, c'est un premier point très important. Deuxième point très important, c'est que donc la commission a lancé quelques enquêtes possiblement qui donneront lieu à des sanctions pour non-respect, mais ça dure un certain temps, 12 mois. Là, il y a une phase où il y aura potentiellement des contentieux qui seront lancés dans différents États membres par des opérateurs qui considèrent que la mise en œuvre est problématique. Donc, il est possible que dans les prochains mois, il y ait aussi des juridictions qui soient saisies de problématiques de mise en œuvre du DMA, et notamment de mise en œuvre possiblement prétextuelle, en fait. C'est-à-dire que le DMA est utilisé pour modifier des pratiques commerciales, mais en réalité, il n'impose pas forcément tous les changements. Donc, il y a très certainement des opérateurs qui vont se plaindre de dispositions qui ont été prises par les gatekeepers, prétendument au motif du DMA, mais qui n'ont rien à voir avec, par exemple. D'accord. Ouais, donc ça va vraiment se préciser, en fait, ça, dans les mois à venir. Voilà. Sachant que, bien sûr, par exemple, alors c'est vrai pour Google, mais en réalité, Apple a fait ça aussi, mais il y a le contexte aussi de la fin des cookies tiers, qui n'est pas étrangère non plus aux problématiques qui se posent. Et donc, voilà. Donc, il est possible que dans les prochains mois, on ait aussi des nouvelles contentieuses sur ces terrains-là, l'articulation entre les deux. Et vous continuez de réfléchir, de travailler là-dessus, au geste notamment, parce que je ne l'ai pas dit en préambule, mais tu travailles beaucoup avec le geste là-dessus, tu es leur conseil. Il y a encore beaucoup de réflexions, beaucoup de travail à faire en groupe, ensemble, avec les éditeurs? Alors oui, je travaille avec le geste, mais avec beaucoup d'autres associations et opérateurs. Oui, il y a des travaux. Le travail que je dirais les Français sont en train de faire plus généralement, c'est d'identifier justement le gap entre ce qu'on avait identifié comme étant les attentes du marché et ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est un exercice qui est important et que seuls, à mon avis, les associations peuvent faire parce que c'est un vrai exercice d'agrégation. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec les remontées qu'on peut avoir des différents membres sur leur expérience des modifications qui ont été passées. Très clair. Il y avait aussi, à côté du DMA, le DSA. Service Act, je ne sais pas à quel point on peut l'évoquer. Lui, je crois aussi que c'est aussi un règlement qui est aussi entré en vigueur un peu plus tôt ou en fin d'année, non? Oui, tout à fait, l'année dernière. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous en faire un petit update? Est-ce que il y a des choses qui ont changé, avancé? C'est plus là sur le traitement des contenus, l'identification, signalement de contenu. La lutte contre le piratage illicite, la diffusion illicite des contenus ou différents types de contenus. Ce texte, oui, il est entré en vigueur. Il y a eu des impacts sur les plateformes, sur la manière dont on signale, sur leur manière de lutter contre Alors, les contenus illicites. Il y avait aussi la question des sites porno, notamment, aussi, qui devaient changer leur système, non pas d'identification, mais en tout cas imposer de pouvoir prouver sa majorité. Ce qui est un énorme changement dans leur modèle. J'imagine une énorme crainte pour leur business, forcément. Je ne suis pas une spécialiste du secteur, mais oui, évidemment. Et alors, à ce propos, en fait, il y a, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a le projet de loi SREN français, c'est un projet de loi porté par... sur l'identification numérique, quelque part, pouvoir prouver sa majorité. Exactement. Donc, ça, c'est un texte qui est de nouveau d'actualité parce qu'il avait été mis en suspens. La Commission trouvait qu'il allait un peu loin sur certains aspects, notamment sur le cloud, et que ça se chevauchait avec le règlement. Donc, il y a eu des échanges procéduraux entre la France et la Commission là-dessus. Mais donc, oui, ces sujets de contenu, évidemment, ça change un peu les pratiques. Mais pour l'instant, il n'y a pas de changement radical, majeur, à ma connaissance, majeur sur le sujet. Quoi. Donc, il ne suffit pas qu'un règlement entre en vigueur, malheureusement, pour que ça bouge immédiatement. Voilà, exactement. Autre grand sujet que tu suis, l'IA Act. Tout à fait.
L'IA de manière générale, je dirais. Ouais, l'IA de manière générale, qui évidemment bouleverse beaucoup le secteur des médias, on en parle régulièrement. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est, cet acte, et l'impact que ça va avoir auprès des éditeurs ? Ouais, alors bon, l'impact, c'est encore difficile à mesurer, mais donc l'IA Act, il a été adopté dans sa version finale. Il y a eu quelques petits couacs sur le texte, mais il est finalisé. Pourquoi des petits couacs sur Non, mais de traduction, de retranscription, etc. Bon, bref, mais ce texte a été adopté, voilà. S'agissant des éditeurs, j'allais dire de contenu, et notamment les éditeurs de contenu de presse, l'un des points fondamentaux qui a été très débattu dans le cadre de ce texte, ça a été la transparence qu'on impose ou non au modèle, s'agissant des sources qui sont utilisées, évidemment, pour entraîner les modèles d'IA. Exactement. Là-dessus, je dirais que... je ne révèle rien en disant que l'État français a une position assez nuancée. Ouais, pour dire le moindre des choses, effectivement. Voilà. Donc, on arrive à une obligation de transparence qui, en fait, porte sur des catégories de données qui sont utilisées. On ne sait pas encore comment ça va se présenter. Il y aura un template qui sera proposé par la commission. Donc, fondamentalement, je dirais, de mon point de vue, c'est pas un texte qui va avoir un impact absolument fondamental sur la connaissance que peuvent avoir les éditeurs des sources qui sont utilisées pour entraîner les modèles. Même si ça donnera des indications, on n'aura pas dans les catégories la liste des éditeurs dont les contenus ont été utilisés, quoi. Ça ira probablement pas jusqu'à ce niveau de détail. Ouais. Et je parle même pas des contenus eux-mêmes. Par contre, et ça c'est très intéressant et c'est très actuel, il y a deux choses à avoir en tête. L'autorité de la concurrence a rendu une décision sanctionnant encore Google dans l'affaire des droits voisins. Et dans cette décision, c'est très intéressant, l'autorité a examiné l'utilisation qui était faite par Bard, qui est devenu Gemini, des contenus de presse en ligne. Et donc, je dirais c'est la première décision d'une autorité publique qui atteste qu'il y a bien eu un entraînement sur des contenus de presse en ligne fait par Bard, devenu Gemini. Ouais. Donc ça, c'est hyper important parce que... ça l'acte quelque part, que oui, on le voit, on le sait. Ça a été établi en fait, par l'instruction qui a été faite par l'autorité. Donc ça, c'est très important. Autre point important de la décision, c'est que cet usage, il a été fait avant que Google n'octroie la capacité effective aux éditeurs d'opt-outer, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça est fait de manière totalement illégale, quoi. À la sauvage. En tout cas, à l'insu. Voilà, des éditeurs qui n'étaient pas pleinement informés de cette utilisation, même si on le soupçonnait, quoi. Oui, alors après, je dis complètement sauvage, tu as le droit d'aller sur un site, mais le minimum serait de les prévenir, ça aurait été de les prévenir, voilà. De leur donner la capacité de s'opposer, le cas échéant, à cette utilisation-là. Alors après, on a tout un sujet sur est-ce que les clauses de R&D qui sont dans tous les contrats des Apple, Google, etc., peuvent justifier l'utilisation, le cas échéant, mais pas forcément, et surtout, pour pouvoir refuser une utilisation, il faut que tu aies quand même pleinement connaissance de ce qui est en cause. Ouais. Exactement. Donc, je pense que là-dessus, il y a matière à contentieux, d'ailleurs, de réparation sur les préjudices subis du fait de ces utilisations illégales. Donc ça, c'est un élément actuel très important. Et c'est passé un peu inaperçu dans la décision de l'autorité, parce qu'on se focalise souvent sur l'autorité à sanctionner à hauteur de X millions d'euros, machin. Mais ça, c'est un point très important, parce que même dans la plainte du New York Times, le New York Times, aux États-Unis, a trouvé le moyen de prouver que OpenAI utilisait ces contenus. Mais ça n'a pas la même valeur, une plainte d'un opérateur et une décision d'une autorité publique qui établit que ça a bien été le cas. Donc voilà, ça c'est important. Deuxième chose importante en termes d'actu sur le sujet de l'IA, il y en a plein des actus, mais il y a effectivement l'autorité de la concurrence qui a fait une consultation publique sur l'IA générative et qui va rendre un avis d'ici juin. Donc très rapidement, sur le fonctionnement du marché et les risques qu'elle identifie à tous les niveaux, en fait, de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un élément qui va être très important et, à mon avis, très instructif, notamment pour les éditeurs qui pourront, dans la foulée, discuter avec l'autorité qui sera très au fait du fonctionnement de ces marchés, de l'impact d'un SGE quand il sera déployé en France et d'autres innovations majeures qui pourraient intervenir. Et on parlait tout à l'heure du DMA. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Alors, en fait, tous les services de plateforme essentiels qui ont été définis par la Commission dans le cadre du DMA, pour autant qu'ils utilisent de l'IA, peuvent être appréhendés. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets de l'IA dans ton search pour booster ton search, potentiellement, ça peut rentrer dans le cadre du DMA
Voilà. Parce qu'en fait, le texte du DMA, en tout cas de mon point de vue, c'est un texte qui est technologiquement neutre. Peu importe le moyen qui te permet de fournir le service, ce qui est essentiel, c'est le service, pas la techno. Donc, voilà. Mais il y a aussi des innovations avec l'IA qui ne sont pas du tout couvertes. Je veux dire, l'agent conversationnel, un chat GPT ou autre, sauf à le considérer comme un assistant vocal, ce qu'il n'est pas forcément. Enfin, parce que les assistants vocaux sont dans des corps... Oui, ça fait partie des services de plateforme essentiels, type Siri, par exemple. Ouais. Ça ne rentre pas forcément dans le cadre du DMA. Donc, il y a des trous dans la raquette. Le DMA ne couvre pas tout. Alors, voilà. On fait un petit peu en arrière, effectivement, mais à quelle fréquence ils vont mettre à jour cette liste? Est-ce que c'est long? C'est un process de vote? Il faut qu'il y ait, je ne sais pas. Alors, non, ce n'est pas un process de vote, mais par contre, ça implique une market investigation. Qui peut prendre des mois. Pour définir s'il faut mettre le cloud, s'il faut... voilà, donc c'est évidemment pas un processus extrêmement simple, mais c'est pas non plus insurmontable. Ouais. Et il se dit déjà que d'autres services pourraient être amenés à être qualifiés de Core Platform Services. Dont le cloud, justement? Est-ce que c'était une mauvaise surprise que le cloud n'y soit pas? C'est une mauvaise surprise pour les acteurs du cloud, autres que les gros, ça c'est sûr. Je préjuge pas de la position de la commission, mais c'est clairement une demande qui est faite par beaucoup d'acteurs que d'intégrer le cloud, et même, je crois, de certaines autorités de concurrence, voilà. Il y a d'autres services comme ça qui sont pending, qu'on aimerait voir passer du côté des core services? Oui, alors attends, là comme ça me vient pas, mais enfin le cloud c'est le plus patent, mais c'est vrai que... Enfin, il y en a d'autres. Les agents conversationnels, je pense que ça va être un sujet, je sais pas. Alors, est-ce que c'est c'est incontournable? Après, puis il faut que ça représente quand même effectivement un usage important du business, au-delà de sentir que ça va être quelque chose. Exactement. C'est peut-être un peu tôt. Ouais, la logique du DMA, c'est de réguler avant que les pratiques soient mises en œuvre. Donc, c'est quand même des obligations assez lourdes, même si elles ont un périmètre relativement limité. Donc, voilà, c'est pas un exercice. Ils vont pas changer ça tous les 4 matins, quoi, le nombre de services visés. Non, j'imagine. Et donc, je reviens sur l'IA Act. C'est quoi, pareil, les prochaines étapes? Ah bah là, une fois le texte adopté, finalisé, etc., la commission va prendre des actes délégués de mise en œuvre. Il va y avoir un espèce de haut conseil qui réunit des experts de l'IA. Voilà, et après... on ne sait pas encore très bien comment ça va se traduire, parce que c'est aussi une volonté politique commune. On a les élections européennes qui peuvent aussi changer beaucoup de choses. Oui, parce que la commission à l'automne, elle va changer. Donc voilà, ça dépend de pas mal d'éléments, la force de la mise en œuvre de ce texte. Et effectivement, tu parles de volonté politique. En France, tu le disais tout à l'heure, il n'y avait pas eu forcément un gros entrain. Tu sais pourquoi? C'est l'histoire de... Est-ce que c'est Mistral, Cédrico, etc., du lobbying? Ou est-ce que non, vraiment, il y a une volonté... Non, il y a un énorme entrain en France pour l'IA. Ouais. Ça, c'est clair. On est quand même très, très actifs. On a Mistral. Il n'y a pas que Mistral dans la vie. Non, il y a des très, très belles boîtes d'IA. On a des excellents chercheurs. Enfin, là, je pense à une boîte qui s'appelle Helsing, qui est dans la défense, mais qui est extraordinaire. Donc, on a quand même des très, très belles boîtes et on a un écosystème qui est vraiment en train de se créer et qui est attractif, je veux dire, pour les étrangers. La France s'est vraiment très bien positionnée. Donc, ça, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs... on organise à Paris le sommet de l'IA. Alors, c'était prévu en novembre, ça va être en février 2025, juste après le premier sommet mondial qui avait été organisé à Londres. Donc, je veux dire, on est une place d'IA. Et donc, c'est peut-être pour ça, se dire, le discours officiel est de dire pas de réglementation trop tôt, laissons un peu, non pas le Far West, mais en tout cas libérer l'innovation. Voilà. Prenons une place et puis on régulera plus tard, quoi. Voilà, c'est un peu la position, en effet, que d'aucuns ont pu regretter pour ce qui est de la protection des droits d'auteur, parce que c'est pas forcément un texte qui est très axé là-dessus, même s'il le mentionne. Donc voilà, mais il faut aussi se dire que l'IA Act, c'est un texte qui se cumule avec d'autres textes. Donc on a le DMA, on a le droit de la concurrence qui, on l'a montré avec les droits voisins, c'est un droit qui peut permettre de protéger finalement de manière détournée le droit d'auteur, le droit voisin, etc. Donc il ne faut pas concevoir la régulation de l'IA uniquement à travers l'IA Act. Ouais. Je pense que c'est vraiment factoriel et les opérateurs vont utiliser tous les fondements et tous les outils qui peuvent exister. Et je pense par exemple, on a une vieille directive en Europe qui est la directive sur la protection des bases de données.
qui est un fondement très intéressant juridiquement, où on considérerait à la fois les contenus d'une part, le cas échéant, et les données d'interaction d'autre part, comme des bases de données qui ont été éditorialisées, structurées, etc., et qui peuvent être protégées d'une utilisation systématique, massive, etc. Donc, on a plein de fondements différents qui peuvent être mobilisés. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir et auprès de qui. Voilà, parce qu'évidemment, typiquement, personne ne pourra rester en marge des développements technologiques d'IA, c'est une évidence. Donc évidemment, il va falloir réfléchir à des modèles économiques qui prennent en compte cela. Le monde a fait un choix récent. Tu devances ma question. Effectivement, eux, ils vont... Alors, je sais pas si on dit qu'ils font cavalier seul, mais en tout cas, eux... ont été les premiers, voilà. Etc. Est-ce que tu recommandes, toi, aux éditeurs, effectivement, de prendre le train en marche et d'y aller, et puis de toute façon, c'est inéluctable, ou est-ce que faut être prudent et se regrouper, et puis, etc. C'est compliqué aussi de se positionner, parce que t'as quand même une prime au premier, le monde se dit, bon, voilà, les autres peuvent se dire, c'est relou, ils y sont allés, mais en même temps, ils avancent, ils se disent que de toute façon, ça va aller, autant être cité, et, avec le risque qu'ils soient encore plus présents et que que les plus petits se fassent un peu avoir, quoi. Alors, moi, les recommandations, c'est très difficile d'en faire de manière générale. Puis, Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en France, je ne sais pas ce qu'il en est dans le reste du monde, mais en France, on a un principe constitutionnel qui est le pluralisme. Oui. Donc, on peut se dire que l'IA qui utilise les contenus de presse, notamment de presse écrite, comme n'importe quel diffuseur de contenu, devrait respecter le principe de pluralisme. Et donc, d'une certaine manière, s'assurer que de la multiplicité des sources qu'elle utilise. Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, en France. Il me semble que ça... Partout ailleurs, ça devrait être le cas, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, en tout cas, en France, ce que je veux dire, c'est qu'en France, c'est un principe constitutionnel. Ouais. Je pense que c'est difficile d'y échapper. Et c'est d'autant plus pertinent que, par exemple, je veux dire, Le Monde, c'est un journal extraordinaire. Moi, j'en suis une lectrice. Mais si, moi, utilisateur, je cherche une information sur, j'en sais rien... une fête locale dans le Tarn, peut-être n'est-ce pas couvert par Le Monde. Et donc, dans ce cas-là, si tu veux, l'IA, pour répondre à ma question de manière pertinente, il faudrait qu'elle ait une source dans le Tarn, j'en sais rien, le journal du Tarn. Voilà, donc c'est juste une illustration du fait qu'en réalité, pour être pertinent, il me semble qu'une IA doit forcément démultiplier les sources sur lesquelles elle s'appuie. Ouais, pour éviter les biais et puis pour éviter les trous dans la raquette. Ouais, et puis pour donner des réponses qui correspondent aux requêtes qui sont faites par les utilisateurs. Tu vois, c'est même pas une question de biais. Si Le Monde ne couvre pas l'info ou n'importe quel journal, au fond, tu n'as pas de réponse à apporter. Donc, potentiellement, tu hallucines. Et donc, effectivement... Et donc, tout le monde y perd, quoi. Voilà, exactement. Donc, il me semble que ne serait-ce que pour cette raison, les accords avec des fournisseurs de services IA devraient, a priori, démultiplier ce type d'accord pour justement refléter le pluralisme et la pluralité des sources qui te permettent aussi de fournir une réponse qui est une information. Ouais. Parce que tu le sais mieux que moi, mais un fait, il y a 1000 manières de le décrire. Ouais. Moi, dans les contentieux, je ne connais pas de parties qui s'opposent dans les contentieux et qui ont la même version des faits. Tu vois ? Donc, au fond, je pense que ça rendrait service à l'IA et à la qualité du service qui est rendu à l'utilisateur que de démultiplier les accords. Après, sous quelle manière, avec quel levier, exactement, comment... et quel véhicule, voilà. Quelque part. Encore une fois, peut-être le geste, c'est des bons interlocuteurs pour ça. Le geste ou les syndicats, voilà, les sûr, syndicats évidemment, l'alliance, voilà. Je veux dire tout. Enfin, ce qui est certain, c'est que face à ces opérateurs très puissants, l'alliance, sans vouloir utiliser la marque, voilà, me semble vertueuse parce que plus il y a des divisions et plus ils en tirent parti en quelque sorte et finalement, voilà. Mais bon, après, chacun doit déterminer sa stratégie en fonction de sa maturité pour utiliser l'IA ou pas. Enfin, c'est très variable, quoi. Ouais. Voilà, c'est très clair. Écoute, on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a une autre actualité réglementaire à côté de laquelle je serais passé ? Mais là, c'était déjà une bonne manière de se rafraîchir un petit peu. Alors, peut-être pas la mémoire, mais en tout cas, de voir un peu où ça en est. DMA, DSA, IA Act. Les sujets il y en a quand même. Sont nombreux. Ouais, sont vraiment nombreux. Ouais. Et c'est chouette quelque part de voir quand même que tout ça bouge bien. Alors, on est un peu le caillou dans la chaussure de ces GAFAM, hein, clairement. Oui. Le village gaulois. Quoi. Ouais, le village gaulois, mais je pense que c'est bien. En fait, évidemment, tu peux te dire que c'est moins bon pour leur business, mais je pense qu'au final, en tant qu'utilisateur, et on parle là, par exemple, pour le contenu du pluralisme, etc., et pour la concurrence, c'est quand même hyper sain, quoi.
Oui, tout à fait. Alors après, sur l'actualité réglementaire, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses à dire de plus. Là, l'année, je pense, elle va être beaucoup marquée par des grandes affaires contentieuses, concurrence contre Apple. Voilà, il y a le département de la justice américain qui a engagé une action contre Apple, ce qui est un changement majeur de paradigme. Ça a toujours été quand même très épargné par les grands procès. Donc là, on y est, quoi. Donc je pense que ce procès-là et le procès Google, AdTech et Search, c'est un peu les procès de la décennie, quoi, comme on a connu Microsoft à un moment donné. Donc ça, je pense que vraiment, c'est à suivre. Et là-dessus aussi, les éditeurs français sont très positionnés, parce que, tu sais, on avait lancé avec le geste, l'Équipe et le Figaro, une action contre Apple aux États-Unis, une class action, qui a donné lieu à une décision alors très intéressante, qui divise un peu le monde en deux, avec des actions possibles contre Apple aux États-Unis pour tout ce qui concerne les pratiques qui affectent les Américains situés sur le territoire des États-Unis, et puis le reste du monde où on peut agir contre Apple là où les consommateurs sont affectés. Donc typiquement, si on devait agir contre Apple en France, on pourrait. Vous pourriez, quoi. Voilà. Donc voilà, pour moi, le gros sujet de 2024 sur le plan de la politique réglementaire du numérique et de la concurrence dans le numérique, ça va être ça aussi, les grands procès, les grosses décisions. Et la jurisprudence sur le DMA. Sur ça. Ouais, alors ça, ce sera engagé, mais on n'aura pas de... on n'aura rien avant 2025. On n'aura pas, exact, au moins. C'est un temps long. Voilà, c'est ça. Et écoute, ce sera une autre occasion de te faire venir à ce micro pour nous raconter un peu tout ça. Avec plaisir. Merci François. Merci Ferrou, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Et merci à toutes et à tous. J'espère que voilà, ça vous a un peu permis d'y voir un petit peu plus clair sur tous ces sujets-là. Et puis, on continuera de suivre un peu cette actualité-là. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.